Elle aime le chocolat noir au praliné, elle aime l'horizon face à l'océan, elle aime les sentiers de randonnée, elle aime Romain Gary, la philosophie, son travail, la Bretagne, ses amis, son mari et ses enfants aussi. Bonjour Azilis. Bonjour Thérèse. On se rencontre enfin. Je dis enfin parce qu'on a pas mal communiqué sur les réseaux sociaux. Toutes les deux, tu es journaliste. Et à plusieurs reprises, on a eu l'occasion de parler ensemble de différents sujets d'actualité. Mais cette fois-ci, c'est toi qui as mon micro. Parce que tu viens de publier un livre, L'enfant est l'avenir de l'homme. Et je me suis dit, voilà un bon sujet pour Love Care. Tu parles de notre rapport à la maternité, à l'enfance, est-ce qu'on fait ou pas des enfants, nos peurs liées aussi à tout ça. Et donc d'abord, je suis très contente de te recevoir. Azilis, on va commencer par le commencement. Comment t'es venue cette idée d'écrire un livre avec ce titre-là ? D'abord, je voulais dire que j'étais hyper heureuse d'être ici. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé tous les deux autour de ton travail qui m'interpellait beaucoup en tant que journaliste, mais aussi en tant que femme, parce que j'écoute ton podcast dans ma vie, on va dire, personnelle, intime. Et donc, je suis trop heureuse d'être là à parler avec toi et d'être dans cette communauté de gens qui, à mon avis, œuvrent pour de belles choses, pour l'amour. Donc voilà, on est tous là pour ça. Comment m'est venue l'envie d'écrire ce bouquin ? Alors, je pense que la première fois que j'étais, on va dire, touchée par ce sujet, c'est quand j'ai lu des témoignages de femmes qui disaient regretter d'être mère. Et c'est la première fois que j'ai été un peu saisie par ce sujet en me disant, d'abord, j'avais beaucoup d'empathie pour elles, en me disant mais pourquoi est-ce qu'elles vivent cette souffrance alors que moi, mon expérience de la maternité est joyeuse. Et j'ai essayé de comprendre ensuite le discours qui était mis un petit peu sur leurs craintes, leurs difficultés à entrer en relation avec leur enfant. Et ces discours étaient des discours militants. Des discours simplement qui disaient que ces femmes avaient été forcées par des injonctions inconscientes à procréer et que c'est pour ça qu'aujourd'hui elles souffraient parce qu'elles n'avaient pas vraiment consenti à devenir mères. Or, quand je les écoutais, et ensuite je les ai rencontrées pour certaines, il y avait d'autres choses, une blessure beaucoup plus intime qui remontait à l'enfance généralement parce qu'elles n'avaient pas reçu d'amour de leurs parents et donc elles-mêmes, en fait, le jour où elles devenaient mères, eh bien, elles n'arrivaient pas à rentrer en relation avec leur enfant. Et donc j'ai d'abord voulu essayer de comprendre d'où venaient tous les discours un petit peu militants qu'on avait plaqués sur ces souffrances. Et évidemment, ensuite, il y a eu des tas d'autres biais militants par lesquels on nous disait qu'il ne fallait pas enfanter. Je pense aux No Kids qui nous disent qu'il ne faut pas faire d'enfants pour des raisons écolo parce qu'on polluerait, etc. Et dans une réflexion écologique, mon idée c'est quand même qu'on est censé protéger la vie et la vie humaine aussi, mais dans un environnement qui est celui de la nature, celui de notre rapport évidemment au vivant. Mais en fait la nature elle sera toujours là après nous, même si on la malmène, elle renaît, alors que l'espèce humaine elle peut vraiment disparaître. Et donc moi j'ai voulu un peu dans tous ces discours aujourd'hui apporter une autre vision qui moi je trouve me manquait, et une vision un peu plus optimiste aussi, un plaidoyer disons en faveur de la maternité telle que je l'avais vécue. Alors c'est vrai que ce que je trouve assez intéressant, interpellant, c'est que les choses ont beaucoup changé par rapport à notre rapport aux enfants. Je fais ma vieille, j'adore. Moi, je vais bientôt avoir 40 ans. Et donc, j'ai mon premier qui a 18 ans et demi. Donc, je l'ai eu très jeune. J'étais maman étudiante. Et j'ai l'impression que les choses ont beaucoup changé depuis 18 ans sur la façon dont on accueille les enfants aujourd'hui. Alors, il y a toujours eu un sujet, bien sûr, c'était là. En 2017, je t'expliquais ça juste comme ça en off, j'avais participé à une émission de Thierry Ardisson, Salut les Terriens, sur « Pour sauver la planète, faut-il arrêter de se reproduire ?» On est en 2017, et j'ai l'impression que les discours se sont encore plus rigidifiés ces dernières années, et que pour ta génération, pour les jeunes femmes, les choses sont plus en tension qu'elles ne l'étaient à mon époque. Est-ce que c'est une impression, ou est-ce que toi tu as pu l'analyser en tant que journaliste, qu'il y a quelque chose qui change un peu au niveau des discours ? Quand j'ai fait cet appel à témoignage en disant vous ne voulez pas d'enfants, expliquez-moi pourquoi, donc j'ai rencontré plusieurs dizaines de personnes. C'était généralement des gens qui avaient, alors pour les femmes, moins de 30 ans et pour les hommes, moins de 35 ans. Et ce qui est drôle d'ailleurs, pour une petite parenthèse, c'est que les femmes, quand même, elles laissaient toujours une petite porte ouverte. Elles m'expliquaient toutes les raisons pour lesquelles elles ne voulaient pas d'enfants, donc c'était très réfléchi. Mais elles disaient, on ne sait jamais, je peux peut-être changer d'avis.
Alors que les hommes, généralement, ils fermaient la porte une fois pour toutes, sauf un qui m'a dit, c'était très joli d'ailleurs, c'était à la fin de la conversation, il me dit mais peut-être simplement que je n'ai pas rencontré la personne qui me donne envie de devenir père. Et je pense que c'est d'ailleurs la clé, peut-être qu'on en parlera après, mais la clé c'est quand même l'amour, c'est de se dire à un moment donné j'ai envie de faire un enfant, enfin d'avoir un enfant avec quelqu'un qui va m'engager pour toute la vie. Et évidemment dans un monde où il y a aussi une crise de l'amour, et peut-être qu'on a peur de s'engager pour toute la vie avec quelqu'un, et de fait un enfant nous lie. Donc je pense que ça participe beaucoup. Pour revenir à ta question, j'ai eu mon premier enfant, on va dire assez jeune par rapport à la moyenne actuelle. Je suis tombée enceinte à 23 ans, je l'ai eu à 24 ans. Et je n'avais pas le fameux CDI qu'on doit avoir, je n'étais pas propriétaire, ce qui est de plus en plus compliqué quand on vit à Paris quand même. Et donc je ne répondais pas, je ne cochais pas toutes les cases. Et on m'a beaucoup dit, alors que ma carrière commençait plutôt bien, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de tout foutre en l'air, c'est pas possible. Et nous, on avait confiance, on était hyper heureux de devenir parents, donc on ne s'est pas trop posé de questions. Et on en a eu un deuxième rapproché. J'ai pas subi dans mon entourage, évidemment, les discours militants écolos, ou voilà, enfin, mais il y a quand même, dans l'état d'esprit général, une forme d'injonction qui s'est retournée. C'est-à-dire que ce n'est pas tu fais ce que tu veux, tu n'es pas obligé d'enfanter quand tu es une femme, tu es libre de choisir, c'est plutôt maintenant, mais fais attention aux choix que tu fais, puisqu'ils vont t'impacter. Tu ne pourras pas être une femme épanouie si tu fais un enfant jeune, tu ne pourras pas mener de carrière, puisque ça sera un frein à ta carrière, cet enfant. Et puis, qu'est-ce que vous faites aussi jeune à vous engager ? Donc, moi, j'ai vraiment constaté ce retournement de l'injonction. Et c'est moi qui devais me justifier de faire ces choix-là. Donc on voit bien, je pense de manière générale, que les femmes sont toujours soumises à ces injonctions, même si elles sont aujourd'hui contraires. Et il y a aussi, et c'est le défaut d'un certain féminisme, qui est venu nous dire qu'on ne pouvait être émancipées qu'en étant des femmes qui gagnaient correctement leur vie et qui pouvaient vivre sans un homme. Et donc je pense que ça a quand même beaucoup participé à une forme de mentalité qui aujourd'hui nous contraint à l'inverse. Et donc finalement on n'est jamais libre. Et moi j'ai essayé de tracer mon sillon comme ça. Et évidemment tout n'est pas difficile, il faut s'adapter en permanence. Mais c'est ce que nous apprennent aussi les enfants. Donc il y a ce discours féministe, et je l'avais déjà aussi moi à l'époque, hein, je te rejoins complètement. Mais il y a aussi un discours écologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on revient à l'essence du mouvement. C'est un mouvement qui est né en 2010 aux États-Unis par un label qui s'appelle GINK, pour Green Inclination No Kids, donc inclination verte, pas d'enfants. Et leur slogan, c'était « Ne mets pas un enfant au monde, c'est une poubelle ». Donc l'idée, c'était de dire « On ne va pas faire naître un enfant dans un monde qui court à sa perte ». Et ça a bien pris. En Amérique, là, je l'ai eu par téléphone, Lisa Imas, la fondatrice du mouvement, qui m'a dit de manière très transparente, moi je faisais de la com et je n'ai jamais voulu d'enfant, par ailleurs j'étais militante écolo et je me suis dit comment on peut lier les deux pour faire avancer l'idée dans la société qu'on n'est pas obligé de faire des enfants. Donc elle a cherché des raisons vertueuses à cela, qui étaient des raisons écolo, qui ont trouvé évidemment une résonance aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Et en France, il y a une renaissance de ce mouvement No Kids autour de 2017, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a une étude qui est sortie et qui expliquait que le geste le plus écolo, c'était de renoncer à enfanter, parce qu'un enfant polluerait à raison de 58 tonnes de CO2 par an. Enfin, voilà. Et donc, ne pas faire d'enfant, ce serait l'acte le plus écolo, plutôt que de se priver de voiture ou de se priver de manger de viande. Et donc, en fait, ça a vraiment imprégné ces mentalités. Et c'est ce qui m'a beaucoup... moi, c'est ce que j'ai beaucoup entendu chez des jeunes qui n'avaient pas, en fait, envie d'enfanter. Ils se disaient, mais en plus, regarde, je fais un geste vertueux, c'est positif, je fais un petit geste pour la planète. Et je peux continuer, donc, à prendre l'avion, par exemple, puisque je ne vais pas faire d'enfants. Donc, on peut continuer à maintenir nos modes de vie, de consommation et de consommateurs, parce que, donc, on s'épargne cet enfant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien la mentalité qui est derrière, c'est qu'on ne veut pas renoncer à une seule petite part de son confort, parce qu'évidemment, l'enfant, au-delà simplement
de nous demander de faire peut-être des efforts dans notre mode de vie sur la question écolo. De manière générale, il est celui qui vient nous demander de le prendre en charge, d'être responsable d'un autre que de nous-mêmes. Et donc ça, c'est très compliqué, et c'est dans les jeunes que j'ai rencontrés, vraiment la mentalité et le point qui revenait. C'est comment est-ce que je vais sortir de mon confort, je n'arrive pas déjà à m'occuper correctement de moi-même, est-ce que je suis capable de m'occuper d'un enfant qui va me réveiller la nuit, qui va me demander d'adapter mon emploi du temps pour lui, etc., etc. Et puis il y a l'idée, et je crois que c'était vraiment l'angoisse la plus partagée, c'est en fait ça m'engage pour toujours. Parce que, alors il y en a qui m'ont dit c'est jusqu'à ce qu'ils partent de chez toi, et puis après ils se reprenaient en disant non, c'est pour toujours, même quand ils partent de chez toi, tu dois toujours avoir ton enfant dans la tête quelque part. Et en fait c'était assez beau en même temps, parce qu'il y a cette capacité de comprendre qu'on est face à un être libre qui nous échappe, et qu'en même temps c'est cet être qu'on aime le plus au monde, qu'on va aimer. Les gens avaient déjà conscience d'aimer leur enfant qui n'existait pas. Et ça c'était à la fois émouvant et en même temps un peu désespérant, parce qu'il s'empêchait d'aimer pleinement. Mais c'est complètement vertigineux de faire un enfant. Et je vais être totalement honnête avec toi. Mon premier enfant, je l'ai eu, j'étais étudiante. J'avais 20 ans quand j'étais enceinte et 21 ans quand il est né. Mon deuxième enfant, j'avais 23 ans, j'étais aussi étudiante. Et j'avais une forme d'innocence, de naïveté à ce moment-là, de foi en la vie, en l'amour. J'étais extrêmement idéaliste, j'avais une personnalité déjà très forte, hein, mais j'avais cette forme d'innocence que la vie, au fur et à mesure, j'ai un peu perdue. Et je suis heureuse, d'une certaine façon, d'avoir eu mes enfants à cette période-là, parce que je trouve ça extrêmement difficile, les années passant, de choisir, j'ai envie de dire en conscience, le fait de devenir parent. Tu me demandes aujourd'hui, à 39 ans, bientôt 40, est-ce que tu veux avoir un enfant ? J'en ai peur, je me dis, mais c'est quand même, on vit dans un monde terrible, il y a des guerres, il y a la complexité de l'amour, des relations, il y a les précarités économiques. Bref, je vois tous les problèmes là où vraiment à 20 ans, je ne les voyais absolument pas. Et je vois aussi autour de moi, c'est une observation, donc c'est pas une vérité, c'est juste ce que j'observe, c'est que je vois que les parents qui ont des enfants, on va dire après 30 ans, ont l'air très sérieusement de se galérer avec leurs enfants. Ça a l'air très très compliqué d'être parent après 30 ans, parce que, en fait, comme ils ont eu déjà toute une période de vie où ils pouvaient penser à eux, à leurs loisirs, à leurs activités, à leurs amitiés, à tout un confort de vie, eh bien il est très déstabilisé par l'enfant. Quand à 20 ans, 23 ans comme toi, on devient maman, on n'a pas eu le temps, en fait, finalement, d'être dans un confort de vie à penser à soi, que déjà, on est orienté à penser à notre. Donc, j'ai l'impression qu'on a une plus grande adaptabilité, une plus grande souplesse. Bon, en plus, on sort même mieux des mauvaises nuits, etc., et que c'est plus facile. Donc, tout ça pour te dire que je comprends les personnes qui, on va dire, plus de 30 ans, ça c'est un peu contraire à ton étude, mais qui se disent ouf, je suis pas sûre que j'ai envie de m'embarquer dans cette aventure-là, parce qu'en réalité, elle est quand même un petit peu angoissante. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, et c'est marrant parce qu'en plus, pour tout te dire, j'en ai parlé hier soir avec mon fils, qui a 18 ans. On parlait de tout ça, on avait une discussion sur les enfants et tout, parce que, bref, des discussions comme on peut avoir à cet âge-là. Et je lui disais, tu sais, moi, au fond de moi, je suis tellement heureuse de vous avoir eu à cet âge-là, parce que je sais pas si je vous avais pas eu, si j'aurais eu le courage, à mon âge, de me lancer dans cette grande aventure, que je ne regrette pas du tout. J'aime énormément mes enfants et ma relation avec eux, mais voilà. Tu comprends ce que je veux dire un peu ? C'est intéressant parce que moi-même, à l'échelle de ces dernières années, j'ai eu très spontanément mes 2 fils, sans me poser de questions. Vraiment, j'étais dans un abandon face à cette question de la maternité et certainement de l'amour aussi, puisque ça va ensemble. Et aujourd'hui, mon aîné va avoir 4 ans. Pour le troisième, se pose la question. Et en fait, ça, c'est vertigineux, parce qu'on se voit que plus on pose la question, plus on pose une réflexion sur le fait de devenir parent, que ce soit pour la première ou, en l'occurrence, la 3e fois. En fait, il y a toujours une bonne raison de ne pas faire d'enfant. Toujours une bonne raison. Et donc, ça demande profondément cet abandon. Peut-être que, d'ailleurs, c'est intéressant, en fait, puisqu'on fait des enfants de plus en plus tard, peut-être qu'aussi parce que la vie, elle nous épargne pas. Hein, donc, plus les années passent, plus on voit peut-être les difficultés aussi de l'existence, et plus on est angoissé, moins on s'abandonne facilement.
Et donc, puisqu'aujourd'hui, les femmes font d'abord leurs études et leur carrière, et j'en suis très heureuse, moi aussi, c'est ce que j'ai fait, eh bien, elles pensent plus tardivement à la maternité. Et forcément, ça arrive, en plus, même quand elles se jettent dans cette aventure. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup remarqué, notamment sur la question du regret maternel, c'est que des femmes étaient dans une désillusion, puisque elles avaient déjà vécu leurs études, leur carrière, etc. Elles avaient pris le temps de voyager, de faire tout ce qu'il fallait faire dans une existence aujourd'hui contemporaine. Et puis maintenant, il leur restait un peu ça. Tiens, c'est le temps de faire des enfants, quoi. Je suis encore dans la bonne phase, et elles se jetaient dans cette aventure. Et forcément, c'est difficile. On est face à une altérité. L'enfant, on ne sait pas qui il est. C'est un inconnu qui arrive. Et puis, il y a toutes les difficultés pratiques qui s'ajoutent à ça, émotionnelles, psychiques, physiques également, pour la femme. Et donc, il y avait un sentiment de désillusion en se disant, mais c'est pas ce que j'avais projeté comme cette nouvelle étape de ma vie où, pour le reste, oui, j'ai voyagé, j'ai profité. Là, c'est plus complexe parce qu'il y a plein de choses qui s'entremêlent et qui font que c'est pas évident, c'est pas aussi évident. Et donc oui, je pense qu'en fait, plus la vie avance, moins il est peut-être facile de s'abandonner, mais en même temps, rien n'est jamais foutu. On peut toujours espérer. Il y a aussi, je crois, un aspect qui tient aussi beaucoup du confort, de l'embourgeoisement. Et je dis ça à un niveau spirituel, disons. En fait, c'est sûr qu'il est plus on évolue, plus on augmente notre niveau de vie, etc., plus on a nos petites habitudes, et plus on se dit, en fait, un enfant, par exemple, quand on est une femme, moi, le 3e, ça me demanderait de partir 6 mois en congé maternité. Et pourtant, j'avais rêvé d'avoir un plus long congé maternité pour mes 2 enfants précédents, mais là, aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que je vais rater, parce que j'adore mon travail, est-ce que on va pas prendre ma place, ce type de crainte que les femmes ont aujourd'hui en entreprise. Et en même temps, je sais qu'en fait, si je m'abandonne à ça, je serai hyper heureuse parce qu'il n'y a pas de plus grand cadeau qu'un enfant qui arrive. Et en plus, c'est quelqu'un que je ne connais pas, donc c'est une vie qui jaillit, c'est un nouvel être, et il y a rien de plus grand que cette rencontre-là. Se dire qu'avant, il n'y avait rien, et maintenant, il y a quelqu'un de neuf dans ce monde-là. Et je sais très bien que à la fin de mon existence, ce que je regarderai, c'est ces enfants que j'ai mis au monde, que j'ai contribué à faire grandir, et pas le reste qui, je pense, passe plus vite que ces êtres qui nous continuent. Tu dis ça, mais il y a quand même beaucoup de mamans aussi qui subissent des maternités qu'elles n'ont pas voulu. Et là aussi, il peut y avoir le regret d'être mère et qui peut rejaillir. Moi, je pense qu'il y a des auditrices là qui disent bon, j'ai eu un 4e ou un 5e et c'était pas du tout prévu et c'est difficile. Bon, finalement, j'essaye quand même de m'en réjouir. Ces réalités-là, elles existent aussi. Et c'est pour ça que j'essaye de bien dire dans mon livre que la maternité ne doit pas être un destin forcé. Ça, c'est très important. Et surtout, mon propos, c'est pas de dire aux gens faites des gosses. C'est simplement de dire qu'il y a une autre injonction qui existe aujourd'hui. Moi, je viens y répondre et j'essaye surtout de dire que contrairement à ce que j'ai entendu partout, évidemment, c'est bien de parler des difficultés autour de la maternité, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi un émerveillement qui est un émerveillement quotidien et qui vient nous surprendre. Là, on ne pensait pas toujours pouvoir être surprise et ça vient nous cueillir. C'est l'enfant vraiment qui, quand on a... et je dis pas que l'enfant est un pansement dans le quotidien, mais de fait, il nous apporte une joie qu'on n'arrive plus à trouver en nous parce qu'on est déjà fatigué par l'existence et très rapidement en fait. Moi j'ai pas encore 30 ans, mais on a une forme de lassitude qui apparaît très vite, un questionnement existentiel sur le sens qu'on donne à notre vie. Et l'enfant, quand on le voit s'émerveiller des petites choses de l'existence, on se dit mais c'est aussi ça qui fait la beauté de notre condition humaine. Moi par exemple mes fils apprennent encore à parler, mais je trouve ça génial de voir les associations de mots qu'ils font pour me désigner un kiwi. Il me disait une prune hier soir qui gratte sur la tête. Je trouve ça hyper mignon, hyper drôle, et c'est un peu naïf, mais c'est ce qui donne profondément de la joie. Et après évidemment je viens pas expliquer aux femmes qu'elles devraient être heureuses de leur
d'être mère si elles ont une véritable souffrance, mais ces souffrances, elles doivent être prises en charge par un médecin, par un psy, par quelqu'un qui peut les accompagner. Et c'est pas en disant aux autres femmes ne soyez pas mères parce que ce serait un fardeau qu'elles pourront se sentir mieux. Et quand je t'écoute, la réflexion que je me fais, c'est qu'il s'est passé en fait une chose ces dernières années, c'est qu'on a dissocié le désir d'enfant de l'amour. Et si tu l'as dit rapidement, et j'aimerais bien qu'on y revienne. Parce qu'en fait, si tu te dis que l'enfant est un projet et pas le fruit d'un amour, dès lors que c'est un projet, tu vas l'intellectualiser, tu vas y réfléchir. Et si tu y réfléchis vraiment de façon rationnelle, vraiment, ne vous embarquez pas, l'aventure ne vaut pas la peine. Si on est de l'ordre dans le côté très rationnel, parce qu'on peut avoir peur donc de l'état dans le monde des guerres, on peut avoir peur de la question écologique qui effectivement est très préoccupante et très inquiétante. On se dit mais dans quel monde je vais revivre cet enfant? On peut avoir peur de tous les changements dans notre vie personnelle, on peut avoir peur de la maladie, du handicap. Enfin, on a toutes les raisons du monde d'avoir peur. Mais tu vois, c'est comme si on était passé du corps à la tête, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire une expérience, j'ai envie de dire presque animale dans le très beau sens du terme, on s'aime, on fait l'amour et un enfant vient parce qu'on a fait l'amour et cet enfant il est juste le fruit du fait qu'on se désirait sexuellement follement et qu'on avait trop envie de faire l'amour et cet enfant vient. Mais il y a un continuum qui est plus facile en fait pour accepter l'enfant que quand c'est un projet parce que c'est trop rationnel. Et je me demande si c'est pas ça, enfin une des raisons qui fait qu'aujourd'hui il y a tellement d'angoisse liée à l'enfant parce qu'on a décorrélé le projet d'avoir des enfants de l'acte d'amour, comme juste aussi même l'acte sexuel de faire l'amour. Oui, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Quand je te parlais d'abandon, si ça rejoint cette idée-là. En fait, aujourd'hui, on a... un enfant, c'est ni un programme, ni un projet. On ne peut pas l'enfermer dans une case lui-même quand il existe. On ne peut pas dire, toi, tu feras ça plus tard, tu seras cette personne-là. Moi, quand j'ai eu mes fils dans les bras, je me suis tout de suite dit... Et je vais peut-être paraître folle en disant ça, mais je leur ai dit, un jour, tu quitteras ton père et ta mère. Tu ne m'appartiens pas. Alors que, évidemment, on a ce sentiment de fusion à ces enfants qui se dénouent petit à petit quand ils grandissent. Mais c'est un sentiment qui est un sentiment animal, justement. Et je crois que oui, plus on pose de réflexion sur cette question-là, moins on s'abandonne, plus on trouve de raisons de ne pas enfanter. Et on oublie peut-être que, et je crois que c'est vraiment l'essentiel, c'est la fameuse chanson de Jodassin qui dit « À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi ». Et c'est ça, le rapport naturel, en fait, si vous voulez, entre un homme et une femme qui ont envie de se continuer dans un autre qui est le même. C'est ça qui est beau. Et évidemment, ça comporte... ça demande de s'abandonner à un endroit et qui passe déjà par cette relation à l'autre. Si on soumet toujours la relation à l'autre à la possibilité qu'elle cesse un jour, comment est-ce qu'on peut imaginer, en effet, se continuer dans cet enfant ? Et c'est vrai que ça peut paraître facile à dire dans un monde où de plus en plus de personnes divorcent, etc. Mais j'essaye de parler dans le livre aussi d'autres formes de maternité et de paternité. Je parle de l'adoption et je parle de l'adoption aussi dans le cas de familles recomposées. Parce que moi, je l'ai beaucoup vu autour de moi. Et évidemment, on aimerait que ces drames d'une famille d'un couple qui divorce, d'une famille qui se brise, etc. On pourrait se dire tout s'arrête, c'est fini. Mais en fait, on voit que la vie, elle prend toujours le dessus et qu'il y a la possibilité de recréer des liens. Et ça demande aux beaux-parents et à l'enfant qui est accueilli une adoption mutuelle. Et ça, c'est très beau. C'est de la même manière que l'enfant, qui est un enfant surprise, il nous rappelle que toute vie surgit sans qu'on la contrôle. Et à nous, après, d'accepter ou pas cette vie qui arrive. Mais ça montre bien qu'on a beau poser des limites, des projets, des programmes sur cette vie-là, en fait, c'est toujours elle qui gagne à la fin. Et je pense que c'est cette petite lumière-là qu'on peut avoir à l'esprit parce que c'est vraiment ce qui nous tient en vie. C'est pour ça que ton livre était important, pour rappeler ce que tu viens de dire là? Pour moi, il était important parce que déjà, je le vois dans mon quotidien. C'est pas simplement des gens que j'ai vus sur des plateaux télé ou dans les médias. C'est vraiment des amis, plutôt femmes, qui sont prises par leur angoisse
et qui estiment que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Et donc ça va au-delà simplement de la question de l'enfant, c'est une question existentielle. Mais on ne veut plus offrir la vie parce qu'on estime qu'il n'y a pas de lumière dans ce monde. Et l'enfant vient nous dire que non seulement la vie vaut la peine d'être vécue, mais qu'elle peut être vécue pour quelqu'un d'autre que pour nous-mêmes. Et je pense que c'est ça qui nous motive. On dit, est-ce que ça a vraiment du sens de vivre pour soi ? Ce qui nous donne envie de vivre pour nous-mêmes, c'est d'abord l'autre. Et l'enfant est cette altérité la plus grande qui soit, parce que je pense que c'est de manière assez naturelle celui vers qui l'amour est inconditionnel. C'est de cet amour-là dont j'avais envie de parler et raconter voilà, tout ce qui nous donne envie de nous lever chaque matin. Azilis, t'es aussi journaliste et j'avais quand même une question à te poser. Pourquoi est-ce que notre conversation, elle sonne comme une conversation politiquement marquée à droite, alors que dans mon esprit de Belge, qui n'est pas politique, qui ne vote pas en France, absolument pas. Moi, j'y vois aucune connotation politique. Mais je sais que pourtant, en France, les gens vont y voir une connotation politique. Est-ce que tu peux juste m'expliquer ? Et je te pose la question de manière très très naïve, parce que je le pense vraiment, c'est une question que je me pose. Pourquoi est-ce que notre discussion, elle est connotée politiquement ? Parce qu'à partir du moment où on parle du fait de devenir mère, c'est comme si on disait aux femmes, vous devez vous reproduire pour donner des bras au grand capital, offrir de la chair à canon pour que notre nation puisse se défendre si elle est attaquée, etc. En fait, ça sonne forcément comme une réponse à une famille de pensée qui est une famille de pensée plutôt progressiste. Et donc, à partir du moment où on n'embrasse pas l'ensemble de leurs idées, on est forcément des opposants. Moi, je suis persuadée que ce discours est assez universel et qu'on ne doit pas être restreint à un clan politique quand on parle de ces sujets. Évidemment, ça pose la question aussi de notre place dans la société, c'est-à-dire est-ce qu'on veut la naissance, est-ce qu'on veut continuer l'aventure de la génération, mais aussi pour le pays dans lequel on vit, pour la culture qui est la nôtre, notre civilisation. Et je crois que la civilisation qui a érigé l'Occident est une civilisation d'abord d'amour, qui a ses défauts, mais on se bat aussi pour un ensemble d'idées qui ont trait à la question de la liberté. On a envie de transmettre ce qu'on a reçu nous-mêmes et ce qui pourra se continuer dans un autre qui à la fois sera celui qui nous continuera, mais en même temps aura un regard neuf sur les choses. Et on a beaucoup à apprendre de lui. C'est pour ça que c'est pas, si vous voulez, un discours conservateur que de dire ça, parce qu'on n'est pas figé. En fait, la naissance, elle permet de transmettre non seulement un héritage, mais ce n'est pas en l'enfermant dans du formol, dans quelque chose qui ne bougerait pas. Au contraire, la naissance, elle permet de se continuer dans un autre, mais pour que ce regard soit profondément révolutionnaire, il ne faut pas qu'il fasse table rase du passé, il faut qu'il puisse s'en inspirer. Si vous voulez, on est toujours des nains sur des épaules de géants. Et donc, on voit toujours plus haut que ceux qui nous ont précédés, mais pour ça, il faut d'abord prendre en compte ce qu'on a reçu. Ouais, je pense aussi que c'est ça l'expérience merveilleuse d'être parent et d'avoir des enfants, d'élever des enfants. Tu as parlé de l'expérience de l'altérité, ça c'est pas facile, c'est un autre qu'on ne possède pas, qu'on ne maîtrise pas, mais tout ce que ça va nous permettre de développer chez nous et d'enrichir dans notre propre vie. Et moi, je m'émerveille de ça tous les jours avec mes 3 enfants, de voir à quel point ils me permettent de poser un regard neuf sur le monde. C'est eux aussi qui m'invitent à changer mon mode de vie. On parlait de la question de l'écologie. Moi, j'ai des enfants qui me challengent beaucoup sur ce plan-là et c'est passionnant en fait de voir que leur regard sur le monde me permet d'évoluer, de m'ajuster, d'être une meilleure personne. Et en fait, c'est dans ce vis-à-vis qu'on devient une meilleure personne. C'est pas toute seule sur une île déserte. Donc c'est beau en fait ce qui se passe. Ça nous invite aussi à cette posture d'humilité. Bref, j'ai l'impression que aussi d'accueillir la vie dans nos vies et d'élever des enfants nous permet, en tout cas c'est une occasion qui nous est donnée d'être une meilleure personne et de faire du bien au monde. Je pense par exemple, tu vois, que ce podcast, que les livres que j'écris, les conférences que je donne, etc., je ne les ferais pas si j'étais pas maman de 3 enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments où on est un peu fatigué, et puis c'est pas non plus un métier où on gagne énormément d'argent, donc je le fais pas pour ça, mais je le fais en me disant, mais je veux transmettre un monde meilleur à mes enfants. Tu vois, ça me donne aussi la motivation
de faire du bien sur la terre. Bon, après, on peut le trouver ailleurs, hein, mais c'est pour dire que ça nous apporte aussi tout ça de bon et pas seulement du moins bien parce que ça nous retire du temps de sommeil, ça nous retire de l'argent, ça nous retire de l'énergie aussi, en tout cas quand ils sont petits. Ça nous en donne énormément aussi quand ils grandissent. Bref, Azilis, vraiment, ce sujet, il est passionnant. J'aime bien poser cette question pour terminer. S'il y avait une chose que tu voulais dire à celles et ceux qui nous écoutent un peu en conclusion, que tu as comprise, toi, au travers de peut-être de ta vie personnelle, mais aussi des discussions et des échanges que tu as eus pour écrire ce livre, ce serait laquelle? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Alors moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes surtout, et de jeunes hommes aussi, mais surtout des jeunes femmes qui s'inquiétaient de reproduire les erreurs de leurs parents. Et je sais qu'on rentre tout de suite dans l'intime, et c'est pour ça que le sujet de la maternité est très sensible aussi. Mais j'aimerais dire à ces femmes et à mes amis, parce que j'en ai beaucoup autour de moi, qui se posent ces questions, que on peut guérir. L'enfant, c'est pas un pansement, mais c'est la possibilité aussi d'une guérison, parce que comme tu le disais, il nous donne envie d'agir pour un monde meilleur, et aussi pour nous-mêmes. Il permet que nos angoisses narcissiques, qui sont légitimes mais qui sont narcissiques, soient décalées vers un autre. Et cette fois, elles ne sont pas simplement autour de notre nombril. Elles nous donnent envie de nous lever le matin, de changer le monde, d'agir en vue du bien. Et en fait, on se rend compte aussi, et c'est pour ça que je crois que ça permet de guérir, que nos parents, ils ont fait avec leur propre histoire, avec leurs failles intimes. Ils ont composé avec les personnes qu'ils étaient. Et moi, je me suis rendu compte, en étant parent, que j'étais très vite insuffisante dans ce rôle. Et je me dis, mais en fait, je fais très vite face à mes propres limites. Et j'ai compris que mes parents, de la même manière, avaient fait de leur mieux pour m'offrir ce qu'ils pouvaient me donner. Et je sais que chaque histoire est plus ou moins complexe. Mais voilà, un enfant, c'est aussi la possibilité de sortir de soi-même et de continuer cette aventure de la vie qui vaut le coup d'être vécue. Vraiment, merci Azilis, merci pour ce travail, merci pour ton témoignage. Je pense qu'on a besoin de l'entendre. Ça fait du bien d'avoir un peu d'autres voix. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir que tu t'engageais sur ces sujets-là parce que je trouvais que les discours étaient très pessimistes en ce moment sur la maternité. Ça ne rejoignait pas du tout mon expérience et ça me touche de voir une jeune femme comme toi qui peut avoir un discours positif et joyeux sur ce thème-là. Ça me fait vraiment du bien. Et donc merci. On te suit dans ton travail parce que tu as plein de belles choses à nous partager. Donc ce livre, c'est L'enfant est l'avenir de l'homme. C'est aux éditions Albert Michel. Il vient juste de sortir et on te souhaite vraiment d'avoir beaucoup de courage pour continuer à en témoigner de tout ça autour dans les médias, comme tu le fais si bien. Mais on a besoin effectivement d'autres paroles. Et voilà, donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup Thérèse, j'étais ravie.